Au milieu des années 70, une partie des produits de ces foyers et ceux qu'ils ont influencés vont créer un cadre important, le Front culturel sénégalais, qui est évidemment influencé par le maoïsme, la révolution chinoise, le livre rouge, et qui surtout part du bilan du front du foyer littéraire culturel de Saint-Louis et des clubs culturels qui se sont disloqués parce que leurs membres vont le bac, ils vont en France, etc., sans laisser de traces. Le front culturel systématise son travail autour d'une réflexion théorique, c'est qu'est-ce que nous voulons faire, comment nous allons le faire. C'est une réflexion, et on est dans un contexte de clandestinité, de répression, puisqu'il est créé au lendemain de l'emprisonnement du noyau d'Andéouf. Les Landis Savalet de ce groupe sont pris parce qu'ils diffusaient au journal clandestin, interdit Khalevi, ils sont tous en prison. Et c'est à ce moment-là qu'une partie des militants de ce groupe pensent que la meilleure façon de s'exprimer, c'est l'art. C'est la poésie, c'est le théâtre, c'est la musique. C'est comme ça que est le Front culturel, qui, à la différence des cadres que j'ai énumérés, systématise sa réflexion et produit, laisse des traces. Il y a des anthologies de poésie, il y a des cassettes, il y a des brochures, etc. Et ces textes-là ont survécu de loin à le contexte de production, parce que c'est des textes anonymes pour la plupart, faits dans la clandestinité, destinés à circuler dans des ASC, dans des foyers scolaires ou dans des amicales d'université. Ils ont fini dans les répertoires de ceux qui vont devenir plus tard des chanteurs professionnels, y compris Baramar, Ouapen, Sénégal Ouad et bien d'autres, jusqu'à Paris-Cher. Donc ces textes, certains de ces artistes reprennent sans en connaître souvent l'origine, donc sont venus de ce foyer de création qui était devenu le principal centre d'expression politique dans un contexte de clandestinité. Ensuite, on a eu des troupes de partis. Andy Jeff a eu sa troupe, le RND a eu sa troupe, dont El Hadji Sidi serait un des produits. C'est pas pour rien que El Hadji a comme sorte de slogan Sidi, qui est le premier journal de Chantier. Je pense que le premier journal du RND, donc Sidi, qui est devenu Tahaou, après la querelle autour de la gémination. Tcherno Sidi, est-ce qu'il faut 2D, 2G? Donc, El Hadji est un peu sorti de ce moule, donc des troupes militantes, notamment de la troupe du groupe culturel du RND créé à la fin des années 70 comme espace de création artistique, de rencontre avec la jeunesse, donc de transmission de messages politiques du groupe par une voie plus légère, plus accessible. Et dans cette période-là, beaucoup de jeunes étudiants, jeunes travailleurs, élèves sont entrés dans l'activité politique par l'animation artistique et culturelle. On a découvert la politique par l'art et la culture. Donc c'était en même temps une sorte de lieu de conscientisation et de recrutement d'une large frange de la jeunesse intéressée par le théâtre, la musique, la littérature. Donc, pour peut-être aller vers la fin de mon propos, cette production en fait peut être reliée à ce qu'on voit dans les années, à partir des années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Ce qui se passe dans les années 80, où cette forme de production s'essouffle. Pourquoi? Parce que la plupart des partis qui ont sécrété cette production sont légalisés. Certes déjà à la fin des années 70, au milieu des années 70, 74 il y a le PDS qui est légalisé, en plutôt qui est reconnu, 76 il y a le PAI qui est légalisé, 79 il y a le MRS, ensuite 1981 tous les partis qui le voulaient sont légalisés avec l'avènement de la prise au pouvoir. Donc cette fonction d'alternative n'est plus valable. Tous ces partis-là peuvent fonctionner au grand jour, avoir le journal, avoir le tout, etc. Donc, premier élément qui explique donc, cette sorte de désagrégation. Ensuite, donc, des artistes naissent de cet espace-là pour exprimer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, qu'ils doivent négocier, puisqu'ils sont des artistes militants, mais ils ne s'adressent plus à des groupes de militants, à des groupes de camarades, ils ne s'adressent plus à un auditoire de l'université ou de l'ASC, ils s'adressent maintenant à un marché en public national, voire international. Ils doivent négocier ces textes, ils doivent négocier ces œuvres pour les conformer quelque part, tout en gardant la veine militante, la veine patriotique, à leur trouver un chemin aussi populaire, pour ne pas dire commercial. Ça, c'est une partie. La seconde partie, dans les années 80, sont marquées par l'ajustement structurel. C'est la crise aiguë, les programmes d'ajustement structurel qui déconstruisent
notre société en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique. Le chômage et diplômé de l'enseignement supérieur, c'était une première. Donc la première fois, quelqu'un chôme après la maîtrise. Ensuite, la politique de déflation, donc le départ volontaire, etc. Et le salariat qui est mis à mal par la dégradation du pouvoir d'achat. Donc il y a une sorte d'inversion de l'échelle sociale et économique. Là où le salaire représentait la garantie de la stabilité, maintenant c'est l'informel qui va prendre le dessus. C'est le commerce, c'est les sportifs, c'est l'artiste qui brasse des millions, qui deviennent la nouvelle élite par rapport à l'élite salariée, par rapport aux fonctions de l'administration qui étaient avant la stabilité, la garantie, la fiabilité, etc. Puisqu'il y a des revenus régulés. La régularité des revenus devient maintenant une tare. Puisqu'on ne parle plus de centaines de millions, on parle maintenant de millions. Donc il y a une sorte de désorganisation, de nouvelle hiérarchisation dans la société qui continue jusqu'à la fin des années 80. Qui culmine avec la crise scolaire et politique. Donc 87-88, c'est la fameuse année qui va être l'année blanche, qui commence par l'assassinat de Sankara en octobre 87, c'est poursuivi par l'année blanche. Année blanche de 88, qui est suivie de 1989, l'année des événements comme l'événement Sénégal-Mauritanie. Donc, pour la première fois, on assiste à des scènes qui étaient considérées comme inimaginables au Sénégal, pays de paix, de pacifisme, de religion, etc. Pour la première fois, on voit du sang dans les rues, pour la première fois, on braque au grand jour, on se distribue, voilà, les victimes, les marchandises de boutique. Donc, il y a tout un bouleversement qui est là. On est en tournant. Et c'est dans ce contexte-là que Néel est plus fort. Donc, sur lequel je n'ai pas besoin de temps, je donne juste ce tableau-là. Et pour montrer comment il est chez nous déjà comme une parole forcément imbibée de cette crise, de cette révolte, de cette subversion. Alors que son berceau, ou en tout cas son origine, n'est pas liée à cette parole politique, militante, civique, etc. Mais chez nous, elle porte les stigmates de ce contexte extrêmement brûlant, extrêmement troublant. Voilà pourquoi il sera une sorte de continuité dans un nouveau contexte de pluralisme médiatique, etc. Pas de pluralisme médiatique forcément, mais de pluralisme politique. Le pluralisme médiatique sera construit justement à la fin des années 80, surtout dans les années 90. Mais il sera une sorte de continuité ou de résurgence de cette parole contestataire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est une parole contestataire, c'est une parole très politisée, c'est une parole qui représente, c'est une parole contre les partis politiques déjà en premier, donc contre le système politique. Et toute la problématique va être comment participer à construire, à reconstruire ou à faire avancer sans être dans le système, sans être complice du système. Et c'est toute cette négociation-là qu'on est en train de voir depuis 20 ans. On a vu une partie de cette expérience en 2000 avec un mouvement hip-hop qui pendant 10 ans tire sur le régime, mais qui à l'arrivée montre qu'il est sceptique par rapport au changement par la voix des jeunes en 2000. Donc on considère que le rap est une des locomotives du changement en 2000, c'est vrai, mais le rap n'a jamais véritablement cru qu'on pouvait changer le Sénégal en 2000 par la voix des jeunes. Donc c'est une sorte de contradiction, de jeu, de négociation. Il faut que ça avance, mais je pense que ça ne peut pas avancer dans cette position, puisque, comme le disait Awadi, dirigeants et opposants, même composants. Et en 2012, c'est un autre pas important où on joint le geste à la parole, mais toujours dans une sorte de négociation. Marcher avec ceux, avec les acteurs pour changer les choses, mais sans être confondu avec ces acteurs. Et toujours avec comme base de légitimation la création artistique. C'est ça, on identifie en amont à des groupes, on l'identifie à Kirby, à Simon, etc. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Même la figure dirigeant de Yanamar n'est pas un artiste. Yanamar est considéré comme un mouvement artistique, voire un mouvement du hip-hop. Donc c'est toujours parce qu'ils sont assis sur cette légitimité, cette notoriété pour construire ce nouveau discours qui est la continuité, qui est l'extension du discours déjà énoncé dans des cassettes, dans des morceaux de musique qui font entre 3 et 5 minutes. Donc qu'il faut dérouler comme un discours politique beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus construit, etc. Donc je conclue juste en disant que de tout temps, ce n'est pas donc un trait d'époque, cette rencontre, cette conjonction entre l'art populaire, plus précisément la musique et la politique, ce n'est pas un trait d'époque. Il s'est lié à la fois au potentiel de la musique et également à l'organisation, à l'évolution de nos sociétés. Donc la musique populaire a toujours été à la fois
un reflet et un moteur. Voilà, je vous remercie pour votre indulgence. Et j'ai été interpellé en fait par 2 ou 3 éléments et j'aimerais partager en fait mon interrogation. Lorsque tu dis que, disons qu'à un moment donné, bon, l'héritage est là, il est à la fois collectif et anonyme, mais que bon, les acteurs s'en emparent et lui donnent disons, un destin nouveau. Ça peut être populaire et commercial, etc. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, et tu situes ça à peu près un peu dans les années 80, mais on va dire la fibre révolutionnaire, la demande révolutionnaire, la production d'un discours révolutionnaire continue au moins jusqu'en 88 et même un peu plus tard que 88. Jusqu'en 88 encore, il y a des partis qui sont dans l'arène et qui revendiquent ce positionnement et qui gardent plus ou moins, on va dire, ces artistes. Est-ce que donc, je ne sais pas donc, comment cette temporalité-là, elle est construite à ce niveau-là. L'autre élément qui m'interroge un peu, c'est sur les, on va dire, les rappeurs. Il me semble qu'en fait, lorsque le rap émerge, il y a plutôt une logique, non pas de continuité, tel que j'ai pu comprendre, que plutôt de discontinuité par rapport à cet héritage-là. Parce que, par exemple, si on écoute bien, aussi bien les interviews, les textes, que les chansons, oui, on parle de panafricanisme, mais c'est un panafricanisme qui est très peu informé. On parle de révolution de Sankara, mais c'est un sankarisme également qui est très peu informé. Et il me semble aussi que c'est le moment où, précisément, ces partis de gauche, c'est que les gens qui ont produit cette littérature révolutionnaire-là, ont de moins en moins accès à la jeunesse. Et ce n'est pas des jeunes qui ont été plus ou moins socialisés, on va dire, dans ces courants-là, qui ont porté le mouvement. C'est plutôt des jeunes peut-être qui appartenaient à une petite bourgeoisie, on va dire, administrative, dans des quartiers bien précis, hein, connectés avec l'international, qui ont été plus ou moins les premiers, on va dire, porte-flambeaux, jusqu'à ce que, un peu plus tard, d'autres jeunes issus de quartiers un peu plus, on va dire, rebelles, et puis un peu la marche. Bref, c'était 2 petites interrogations comme ça, je pense, sur lesquelles quelques détails seraient utiles. Merci. Oui, merci Abdourahmane. Effectivement, c'est vraiment très intéressant. Sur la première, comment ce répertoire a atterri, à quel moment il y a plusieurs niveaux par rapport aux acteurs eux-mêmes, par rapport au temps. Puisque ce répertoire atteint les acteurs au moment où il se construit et s'élance déjà dans les années 70, il atteint des acteurs qui ne sont pas forcément dans les partis, qui sont dans les ASC, qui sont issus des amateurs d'art, des mélomanes, des poètes, etc. Donc, il les atteint. Si je donne le cas de Marben ou de Moussa, ce n'est pas des militants. C'est des gens qui sont dans des ASC, qui chantent dans des ASC et qui reçoivent ces chants-là comme chanteurs de ces ASC, ou ces poèmes. Et qui, devenant chanteurs, partent avec ces textes que personne n'a jamais revendiqués. Donc, ils finissent par les revendiquer. Ils finissent même par être convaincus de les avoir écrits. Voilà, donc il y a cette catégorie donc, qui reçoit ces textes dans des espaces démocratiques, comme on disait, et une autre catégorie qui est restée jusqu'aux années 80, milieu des années 80, avant de s'émanciper. Quelquefois, avec l'aide même des partis qui les ont couvés, ils ne peuvent plus continuer vu le contexte. Il n'y a plus danger à trouver une troupe, il n'y a plus danger à trouver un artiste. Il faut, s'ils décident d'être artistes, lui donner les moyens de se mouvoir dans cette masse d'artistes tous dans le showbiz. Donc ces artistes-là également partent avec ces textes, ou ce qui en reste à un moment. Mais il y a une bonne partie, donc c'est pour ça que je disais, certains reçoivent des textes, ils les utilisent sans connaître l'origine. Ils les ont reçus dans les ASC, ils les ont reçus dans les troupes populaires. Et voilà, ils sont partis avec en toute légitimité parce que c'est eux qui continuent le travail. Et quand ce travail-là devient un travail avec des incidences financières, ils en sont naturellement les bénéficiaires. Donc, sans compter les autres aspects, les autres complexités juridiques. Et c'est intéressant parce que parmi les auteurs de ces textes-là, il y a une diversité d'opinions parmi les gens qui ont écrit ces textes-là pendant cette période-là. Certains pensaient que ce n'est pas important. Ils ont fait ces textes pour qu'ils soient diffusés. Il n'y avait pas d'idée d'argent là-dessus. C'était même pas important dans l'auteur. Ce qui était important, c'était la circulation de cette idée-là, qui devait, comme on dit, s'emparer des masses et devenir une force matérielle. Pour d'autres, un peu plus modernes, on va dire, à défaut de bénéficier des fruits de leur travail.
il serait pas mal qu'ils bénéficient au moins de la reconnaissance sociale, c'est-à-dire de la paternité morale. Donc, il n'y a pas le même point de vue par rapport aux auteurs même de ces œuvres. Donc, c'est tout un débat aujourd'hui. Et ça peut nous ramener aussi aux œuvres religieuses. Les œuvres écrites dans un contexte religieux peuvent être diffusées. Aujourd'hui, elles sont publiées sous forme de livres, elles sont chantées dans toutes les cassettes. Il y a des incidences financières auxquelles ceux qui les ont écrites ne pouvaient pas imaginer. C'est le dernier dessus. L'essentiel, c'était de les mettre dans une forme et un circuit qui leur permettent de voyager dans le temps et dans l'espace. Mais c'est rattrapé par un autre contexte qui était prévu à l'époque. Pour le hip-hop, ma réponse serait que l'intérêt du hip-hop, c'est sa diversité. Pourtant, il y a des jeunes qui sortent d'autres fronts, qui sont de cette veine panafricaniste par plusieurs bouts, parce que la veine panafricaniste, on peut la retrouver déjà par le bout du reggae, qui serait un des ancêtres, qui a également très vite posé le panafricanisme comme un paramètre. Pourtant, il y a des jeunes qui viennent d'autres univers, par les politiques. Pourtant, il y a des jeunes qui ont eu l'influence consciente ou inconsciente de ces cadres ou de ces personnes. Il y en a aussi. Un Awadi ou un Malal ont été dans ce moule, pas forcément de parti ou autre, mais d'espace où se discuter, où se liser une certaine littérature, où se chanter, où s'écouter une certaine musique. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ce rappeur, pour représenter, est obligé à un moment de se mettre à jour. Il ne soit pas des cercles intellectuels, ou ce n'est pas des cercles où on discute ça. Il est obligé de se confronter à un moment à la nécessité de se mettre à jour pour dire une parole qui représente, qui fasse écho au-delà des premiers sentiments ou des premiers réflexes. Donc, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est la diversité. Plusieurs sons de cloche, plusieurs types de discours, plusieurs itinéraires se sont retrouvés pour faire l'école. Aujourd'hui, on a discuté la dernière fois de la peine religieuse et de la dimension qu'elle prend dans le moyen. Donc, ce qui permet de continuer à se mouvoir avec toutes les difficultés, mais avec tout ça, c'est cette diversité. On ne peut pas dire que c'est ça l'époque. On ne peut pas dire que voilà comment sont les rapports. Il y a une diversité et il y a même une sorte d'observatoire interne qui permet de discuter cette diversité. Donc voilà ce que je ne peux pas répondre à ça. Ce n'est pas une question. C'est une réflexion très intéressante. Bonjour. Donc tout à l'heure, on vous a entendu parler, mais je n'ai pas entendu beaucoup de noms de femmes. Parce que quand, par exemple, sur le plan artistique, on regarde en Afrique, la plupart des grandes femmes, comme par exemple une garçon, par exemple, qui était appelée la voix du monde arabe, et qui a, par exemple, contribué à cette nada, c'est-à-dire à cette renaissance. Mais est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, n'y avait-il pas aussi eu des femmes, par exemple, qui avaient été influencées par une garçon et dont l'apport sur le plan sociétal fut très prégnant? C'est ça ma question. L'influence par rapport à un garçon, je ne sais pas, peut-être que je vais dire dans le cours de mon propos, mais pour commencer par parler des femmes, il y a deux compartiments dans la musique en fait. Il y a une musique traditionnelle qui est là depuis toujours, n'est-ce pas? Et une musique moderne qui est arrivée avec la colonisation, avec les instruments occidentaux, etc. Et on a eu deux courants musicaux, on va dire jusqu'aux années 60, 70. Alors, pour ce qui est de la musique traditionnelle, la femme a toujours été présente, quel que soit les répertoires, les ethnies, etc. La femme est à la limite au cœur des ensembles traditionnels en Afrique de l'Ouest, que ce soit à Dakar, en Guinée, au Mali. Le chant est dominé par les femmes, les hommes, surtout les instrumentistes. Mais souvent, si on fait le rapport, le ratio, la chanson est dominée par les femmes. Maintenant, pour ce qui est de la musique moderne, c'est un peu moins évident. Pourquoi? Parce que cette musique-là, si on parle de la musique des orchestres, elle est née dans des espaces, qui sont des espaces marqués. C'est le bar, c'est l'hôtel, c'est la boîte de nuit, etc. Donc, déjà, les premiers artistes qui ont voulu faire métier de cet art-là ont été vraiment vus, artistes hommes, à fortiori les femmes. Vous comprenez un peu donc cette pesanteur sociale. Maintenant, pour maintenant donner des noms, pour les orchestres, l'une des premières femmes, c'est Amita Fall. C'est un qui a chanté avec le Stadia déjà à la fin des années 50 et qui a fini au théâtre de Champagne Sorano. Il est venu déjà en 1966 pour le festival et où il est resté jusqu'à la retraite. Ensuite, il y a toute une génération, il y a plusieurs femmes mais qui n'ont pas forcément chanté. Amita Fall, par exemple, a chanté comme tous les autres hommes à l'époque, dans les années 60, cette musique nationaliste, ce retour au Sénégal, etc.
cet appel à venir au pays, travailler, participer à l'œuvre de construction nationale, etc. Mais là, elle ne sera pas dans le champ d'émotion parce qu'elle est déjà dans le monde de la production commerciale, elle est déjà à Sorano, etc., etc. Mais un exemple intéressant, c'est à Sorano même, au début des années 80, quand il fallait au pouvoir, avec la crise, et puis ce nouveau vent de liberté, d'expression, sursaut national, consensus national, etc. États généraux, donc il y a une sorte d'ouverture. À Sorano même, il y a une sorte de remise en cause du répertoire. D'abord, on pense qu'il est temps d'arrêter de chanter les ancêtres, de chanter les individus. Il faut chanter les valeurs nationales, fédératrices, etc. Et Sorano va même plus loin. Il crée une chanson qui s'appelle Dole, qui est une sorte de dénonciation des détournements, de l'enrichissement illicite. Avant que la loi soit, quelques mois après cette chanson, que la loi sur l'enrichissement illicite a été. Alors que Sorano, c'est jusque-là. À la limite, le chant historique de légitimation, ou alors le chant de l'autorité du pouvoir. Et ce chant-là a été porté par deux dames, c'est Daroma et Fatal Ahmed qui a dit ça. Donc, dans l'administration, c'est les femmes qui ont toujours été un peu les figures marquantes. Mais, évidemment, plutôt conservatrices, plutôt. Mais dans le champ militant, mais dans le champ clandestin, les femmes étaient très présentes. Et ces femmes ne sont pas devenues ensuite des artistes dans le chant. Mais c'était au cœur du chant dans les ASC, dans les années 40, etc. Je partage tout à fait l'observation selon laquelle la chanson est, comme la presse, une arme de combat politique. Ma question, c'est que je trouve ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un éclairage sur la période coloniale. Pour moi, une chanson populaire, c'est essentiellement une chanson qui jaillit de la population. Vous avez cité au début la Tchouansek Soleil à Moment. Pour moi, c'est des chansons qui ont été popularisées, mais pour moi, une chanson populaire essentiellement dont on ne connaît pas l'auteur, qui est parti de la foule et qui a été popularisée parce qu'elle exprimait les tréfonds même de la société. Et ça, on a beaucoup d'exemples dans nos sociétés précoloniales. Je signale un autre exemple, que lorsque Blaise Diagne a été élu député en 1914, les gens qui l'ont élu contre un candidat blanc et un candidat métis, les gens ont chanté la victoire du taureau noir sur le taureau blanc, sur le taureau rouge. Évidemment, pour nous, Africains, le blanc n'est pas blanc, il est rouge. Bon, donc ces chansons-là, on peut en trouver des exemples importants parce que si vous lisez l'histoire coloniale sénégalaise notamment, vous avez souvent, on peut reconstituer un peu la popularité d'un chef de canton à travers les chansons. Les colons ont souvent imposé des gens dans des régions où ils n'étaient pas nés, et très souvent ça s'est fait dans des conditions difficiles. Parce que la personne vient, les gens chantent. C'est des chansons souvent interdites de propagation, mais c'est des chansons qui expriment la méfiance des gens. Si la personne, au cours des ans, réussit à faire la conquête des populations lesquelles elle gouverne, les chansons changent. Donc on peut reconstituer l'histoire de certains chefferies à partir des chansons. Soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, mais en tout cas, c'est des combats politiques qui sont nés dans nos sociétés. Et nos sociétés qui sont essentiellement des sociétés orales, ont encore peut-être plus utilisé la chanson comme outil de combat que les sociétés occidentales. Je crois qu'en France, on sait très bien la révolution, de Saïra Saïra, on a chanté, on a décrié la noblesse par des chansons. Donc moi, peut-être que je suis vieux, mais j'aurais voulu qu'il y ait un éclairage sur ce qui s'est fait avant l'indépendance. Parce que le risque était un peu plus grand, parce qu'il n'y avait pas de justice, notamment dans les cadres communes. On pouvait mettre en prison quelqu'un parce qu'il a chanté, parce qu'il a donné un nom. Et ça, on a des exemples conséquents de chansons populaires qui sont devenues des armes transmises de foyer en foyer et qui ont contribué, autant que la presse, à préparer les populations à l'émancipation politique. Merci.
merci. Sur la chanson pendant la colonisation, j'en ai parlé en filigrane, j'ai juste choisi l'exemple du fanal. J'ai dit que c'est le fanal, je fais référence au fanal, quand vous parlez de combat des années 40, 1914. Donc, et maintenant, ce qui est intéressant, est-ce que ces chansons sont populaires ou qu'est-ce qu'une chanson populaire? Il y a plusieurs définitions en fait. Mais même si on suit la voix, une chanson qui jaillit de la masse, voilà, qui la forme, il y a toujours, et si on reste dans l'exemple du fanal, il y a toujours un auteur ou des auteurs. Et si c'est justement le chant du fanal, c'est le chant de travail, et c'est là où je parle du CV et même du leader. C'est véritablement le chant travaillé, retravaillé, qui est à la fois une sorte de célébration du leader, mais une sorte d'attaque aussi contre l'adversaire. Donc les injures les plus violentes, je pense, sont dans ces chants de fanal, où on reconstruit le leader comme le guide de génie, comme je disais, et on dépeint donc son adversaire comme l'homme le plus informant. C'est des chants travaillés dans des laboratoires pendant des semaines, des mois, et qui sont distillés de façon anonyme, pour avoir cette force. C'est l'anonymat, ça permet cette autorité, c'est comme la loi, elle est écrite par des gens comme vous et moi. Mais pour qu'elle ait la force suprême immanente, on efface l'autorité et ça devient la loi. Ça dit c'est sur quoi nous sommes tous entendus et par quoi nous sommes jugés. Et ça part toujours de quelque part. Et pour que ça puisse s'imposer, donc il faut que ça soit anonyme. Et ces chansons naissent comme ça. Et voilà pourquoi, même dans les chansons dont je parlais, qui sont écrites, on met des synonymes, on ne met pas de signature pour qu'elles aient la force du mystère en fait. C'est toujours des chansons qui partent de quelque part. Et dans le contexte colonial, effectivement, c'est la chanson qui rythme nous, disons le folklore en général, puisque dans cette période-là, il n'y a pas de parti proprement dit. On a des partis vers la Deuxième Guerre, c'est là qu'on a les partis de la Deuxième Guerre, les partis de Senghor, mais Blaise Diagne avec quel parti? Grand Nouvelle avec quel parti? Ce n'étaient pas des partis, c'était des hommes autour desquels s'organisait la mobilisation pendant la période électorale. Ensuite, ils passaient à autre chose. Ils étaient à Paris, ils faisaient autre chose. Et c'est pour ça que les femmes qui n'étaient pas dans le corps électoral, proprement dit, jouent un rôle essentiel par l'animation, par la chanson, par la mode, qui crée des modes au nom du milieu, etc. Donc, il y a effectivement tout un répertoire et tout un champ sur lequel on peut s'étendre. Donc j'ai été télégraphique pour juste montrer qu'à chaque période, il y a eu donc, la prégnance du chant et son rapport aux politiques. C'est vrai. C'est vrai en fait à toutes les périodes. C'est ça que je voulais dire. J'ai dit un peu de choses pour chaque période. J'essaie de dire un peu pour chaque période. Sinon, je demande, est-ce que vous aimez ces chansons, par exemple, pendant certaines cérémonies? Cérémonies de mariage, surtout de mariage, même aussi de baptême, en tout cas les cérémonies sociales. Souvent on entend des chansons qui pourtant presque jouent un rôle important dans la psychologie collective. Je prends par exemple comme ça un exemple, je me souviens moi, ça n'existe plus presque. Mais quand on était plus jeune dans certaines régions, dans mon salon natal là-bas, j'entendais par exemple quand une femme devait rejoindre la maison conjugale, il y a des cérémonies qu'ils appelaient le bonal. J'entendais les gars dire Tembe Mamiala, c'est Tchaïbaï, donc c'est Diamono, il faut aïe Khalil. Et ça m'est resté ici. Mais c'est des jeunes filles, des jeunes femmes qui s'adressaient aux anciens et qui leur disaient, qui s'autorisaient presque de les insulter, mais de manière sympathique, en disant vous allez faire votre temps et vous me refusez de faire votre temps. Quand je les interroge aujourd'hui avec notre regard, je me rends compte que ce n'était pas des chansons quand même simplement pour s'amuser. À l'époque, elles pouvaient rester pendant une semaine à répéter les mêmes chansons, c'est des chansons populaires. Il n'y a pas une qui chante. C'est tout le monde, c'est les chœurs. Comment est arrivé ces genres de chansons? En tout cas, dans le salon, il y en a beaucoup. Et c'est dommage que ce n'est pas répertorié, en tout cas pas à ma connaissance. Mais c'est que ça renferme des trucs de sorte de savoir où bien ça dénote une réalité sociale d'époque. Et je ne sais pas d'où ça vient, est-ce qu'il y a des études sur ça? Voilà. Oui, bon. Il y a derrière vous un grand spécialiste, c'est Laman Baye, qui est juste derrière vous, qui est spécialement venu pour répondre à vos questions, certainement. Donc, je vais juste dire au monde, il va parler tout à l'heure ou plus tard, parce que je prends la parole en c'est ça, après l'intérêt de la chanson, voilà pourquoi moi, je vais aussi sur
ça, parce que à première vue, ce n'est pas un genre sérieux. Donc, surtout pour les études universitaires. Alors que la réalité ou l'observation plus lucide et courageuse montre que c'est l'un des gens les plus sérieux à la lutte, en termes de contenu, en termes d'impact, en termes de survivance et de circulation. Donc, là, je donne juste un élément, c'est comment notre société crée à chaque fois les répertoires et les discours qui lui permettent de se perpétuer et de garder son équilibre. Alors là, on est dans une société gérontocratique où la parole est plus âgée, etc. Il y a des espaces qui font que la parole est utilisée. Mais on ouvre des espaces d'exutoire pour la jeunesse, pour les femmes, etc. On peut dire la même chose pour le rahab. C'est les jeunes, c'est les femmes qui sortent ce qui ne peut pas être dit de façon conventionnelle. On leur crée des espaces comme si voilà, de rien n'était, comme si on n'avait pas fait attention, comme si c'était spontané, comme si c'était marginal. C'est des espaces aménagés par la société pour lui permettre de respirer, pour lui permettre de garder l'équilibre. C'est pour ça que vous avez aussi bien le répertoire conventionnel qui célèbre et qui légitime, un répertoire tout à fait subversif, corrosif, critique, etc. Donc, le chant, c'est l'expression qui est dans tous les espaces, dans tous les temps, qui accompagne tous les moments de la vie, de la naissance et de la mort, qui accompagne toutes les activités, tous les événements. C'est cette expression qui a ce statut-là. Et ce qui lui permet de récupérer les autres répertoires qui disparaissent. Il y a des choses du conte qui disparaissent, il y a des choses du mythe qui disparaissent, il y a des choses de légendes qui disparaissent. Le chant a la capacité de les récupérer, de les archiver, de les diffuser selon les espaces. Donc il y a énormément d'exemples comme ça qu'on peut donner, et que seul le chant permet aujourd'hui de garder et de transmettre. Il n'y a pas notre répertoire qui a cette place-là. Et je remarque aussi, excusez-moi, je remarque aussi que ces mélodies-là, c'est les mêmes mélodies qui étaient retenues des chants religieux dans ces conférences. Souvent, ici aujourd'hui par exemple, quand on chante certains chantent le religieux dans la langue nationale. Et si tu le retrouves dans ces répertoires-là, tu te rends compte que les chants religieux n'ont fait qu'emprunter des mélodies qui sont dans ces chansons. C'est les mêmes airs. Si ce n'est pas hindou, parce que regardez, il y a beaucoup de films hindous à l'époque, ce qu'on appelle les films hindous. Donc ça, c'est une observation, ça se retrouve sur rien du tout. Si ce n'est pas, c'est souvent les chants religieux, ce sont les mêmes mélodies, les mêmes airs que nous retrouvons. Et ça également, c'est un travail systématique, puisque ce répertoire religieux, il vient comme une sorte d'alternative à ce qui est considéré comme profane, impie. Donc la religion vient avec son esthétique. Les wolofals, par exemple, si on prend l'espace mouride, le wolofal, le Cheikh Moussa Ka, le Cheikh Samba Diarra, c'est des textes donc, qui célèbrent le saint, qui célèbrent l'islam, qui célèbrent le prophète, qui instaurent un nouvel ordre social et moral, qui s'adresse à des populations qui ont déjà un background historique, culturel, etc., qui consomment ces chants-là dans leur cérémonie. Et le défi, c'est comment islamiser ou mieux islamiser ces populations, comment leur parler. Il faut leur parler le langage qu'elles parlent. C'est le langage du sabbat, c'est le langage du conte, c'est le langage de la veille. Et voilà pourquoi on prend ces répertoires tout à fait nouveaux, qui disent tout à fait autre chose, on leur donne un moule familier. Donc, qui permet de remplacer la parole ancienne qu'il veut remplacer. En tout cas, nous tous quelque chose de familier pour mettre un message nouveau. Le récit sur l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, il est écrit comme le récit sur le théâtre, comme sur un autre roi, pour lui permettre de supplanter ces récits-là dans la conscience de celui qui les recevait. Et de comprendre que c'est ça le vrai héros, c'est ça le nouveau héros. Donc Seigneur Moussa Ka écrit, quand il veut parler aux femmes, il écrit un texte sur Cheikh Ahmadou Bamba sous forme de traçon. Quand il veut parler aux jeunes qui sont très forts, qui sont sportifs, il écrit un texte qui ressemble à un bac. Mais dans ce bac-là, on montre que le vrai mur, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Vous comprenez? Dans ce tasse-là, on montre que Kijara Andal, les femmes disent quoi Andal, il montre que Kijara Andal, c'est une vie. Andal dans le Touba, dans ça, tu vois un peu. Donc, un texte tout à fait nouveau et différent, mais qui emprunte l'oreille, qui cherche le sens, qui cherche où passer, où s'infiltrer par la mélodie, par le rythme familier. Donc voilà pourquoi vous retrouvez exactement le même rythme. On retrouve la même stratégie avec ces chants révolution dont on a parlé. Dans ces chants révolution que ces jeunes étudiants, jeunes artistes chantent dans les années 70-80, ils ont des textes tout à fait nouveaux, etc. Ils utilisent la mélodie de Langou, ils utilisent la mélodie de John Seck.
Et on utilise la mélodie de Ndiagambaye pour faire circuler ces textes-là, pour leur donner une certaine familiarité pour l'auditoire. Ils ne créent pas une nouvelle musique qui va être difficile à consommer, etc. Ils utilisent des textes, des mélodies qui sont déjà là, familières aux populations. Donc pour faire circuler ce nouveau message, pour le rendre facilement acceptable. Donc c'est une stratégie qui est là depuis très longtemps. Voilà, je vous remercie. Je voudrais, avant de répondre à certaines questions qui m'intéressent personnellement, remercier le professeur Ibrahim Ouane. Le professeur Ibrahim Ouane qui s'est ouvert maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop, principalement au département de la et dont notre maître Bassirou Guèye, qui est évité de son âme, disait au cours de sa soutenance discret et pertinent. Je crois que nous avons en face de nous un des meilleurs produits aujourd'hui de l'oralité dans ce département. C'est vrai, doyen, vous avez parlé tout à l'heure du chant avant la colonisation. C'est vrai que dans certaines cours maraboutiques ou bien certaines cours traditionnelles, les chefferies par exemple, moi je me rappelle bien, lorsque la Dior, qui n'est pas femme, parce que sur la liste des 31 gamins du Cayor, c'est le seul qui ne porte pas le patronyme femme, mais qui a été élu de par sa mère, Ngoné Latyr, qui est femme. Et il y avait des joutes oratoires utilisées sous forme de chant, et on disait que d'autres me semblaient mbam, ce me guillet magan. Autrement dit, je ne conduirai plus perdre les ânes, je conduirai perdre tout simplement le chameau parce que mon chameau a grandi. À travers Sambalawe et la Dior, il y avait des joutes oratoires, et tout à l'heure, comme l'a montré le doyen, à la fois dans les cours maraboutiques, à Tuaon, à Touba, c'était la même chose. Avec Serigne Mansour, Serigne Babacar, il y avait des chants de part et d'autre, on le sait très bien. Donc l'oralité, c'est vrai, il a montré tout à l'heure, nous sommes une société de l'oralité. L'écriture est apparue tardivement à travers l'écriture Vaille en Sierra Leone et l'écriture NCBD au Libéria. Notre force, c'est l'oralité. Et le chant, c'est une expression organique, directe. On chante à la rivière, on chante dans la cuisine, on chante partout. Je disais aux étudiants avant-hier que lorsque Sundiata s'est appuyé sur la barre de fer et a transformé la barre, Balla Faseke, le texte de Gilutan Signangi, alors Balla Faseke, le fils de Nyankomandoa, parle. Cette parole est la parole puissante, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé par l'action, il a créé par le verbe. Il a dit Kun veuillez kun, soit le monde est fou. Et c'est ça la force du chant. Tout à l'heure, avec Fadel, c'était la même chose. Ibrahim a parlé de Khachar. Le Khachar, c'est une poésie pamphlétaire, organisée par les amis de la première femme, qu'on appelle Ao. Et lorsque la seconde femme rejoint le domicile conjugal, le lendemain matin, on organise une cérémonie où, dans un verbe licencieux, on vitupère la nouvelle mariée à travers des chants extrêmement virulents, qui vont jusqu'à l'injure. Mais c'est pour déjouer les démons de la cohabitation. Après, on peut vivre maintenant dans l'amour. Et exactement c'était ça. Mais maintenant, il y a eu une sorte de... On a franchi le Rubicon. On est parti du Khachar pour arriver au Khasté. Parce que le Khasté, c'était pas ça qui était attendu. Donc cette parole-là, effectivement, comme l'a dit Fadel, on la retrouve à la fois au Saloum, au Baol, au Cayor, etc. Mais le chant est quand même resté. Ibrahim l'a montré dans une étude à travers Ndiagambaye. Quand Ndiagambaye chante, le Sahara que vous dites, c'était à la crise, à la dévaluation du franc CFA. Il dit, comme il le dit Ibrahim encore, ce chant de Ndiagambaye, de que vous dites dans Sari, Sahara que vous dites Bertine. Travers ce chant, c'est un chant très puissant, qui est intemporel, qu'on peut utiliser aujourd'hui, qu'on peut utiliser demain, qu'on peut utiliser après-demain, chaque fois qu'il y a crise. Parce que c'est un chant qui traverse les époques, c'est un chant qui traverse les âges, par la puissance, n'est-ce pas, tout simplement, des termes qui sont utilisés et qui sont liés à la crise. Dans le chant traditionnel aussi, c'était ça. Dans le Nyani, on a vu les hymnes épiques. Et souvent, ce sont les chefs qui écrivaient. Cheikh Omar Foutiyou, c'est lui qui a écrit Tara, de sa propre main. Et les griots ont chanté après. Vous avez le Nyani.
Mais l'interprétation d'Ignani à Kungel, parce que les gens vous diront que le Niani est un chant de défaite. Alors qu'ailleurs, on vous dira que le Niani, c'est le chant de la victoire de l'Abdou. Il y a un problème. Et là, partant de l'épopée, on arrive également au chant, parce que le chant également est très présent dans l'épopée. Parce que c'est le griot qui chante. Le gaolo joue la musique, mais le griot chante. À travers la généalogie, chaque chef, Elhadj Omar, Lat Dior, Samouri, chacun a une généalogie. Tu prends Lat Dior, on te dira ça xew Soxna Mbay, Maroum ça xew Fatma, ku li ko ngay ñëw wégi mu ngënum xal sombañ mbañ gànna lay fay gànna kunu jàdd gan ñaar bardaabu gerte get njaajaan ñaane ko dal. Il y a un retour, n'est-ce pas, à l'Aïel. Quand, dans la pièce de Tchernova, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, dans Lat Dior ou le chemin de l'honneur, quand le blanc a envoyé un émissaire en disant qu'à Lat Dior que désormais le Cayor est divisé en 6 provinces. Désormais vous n'êtes plus roi. Mais quand Lat Dior s'est retourné, il a puisé dans le champ généalogique. Il a dit à la Linguère, avez-vous entendu Boromdar qui commande au Cayor de sortir du Cayor? Et la Linguère lui dit, ils ont tous entendu Dieu et le sang ont frémi. Ils ont tous entendu et ne guettent que ta réponse. Veille à ne point gémir pour ne point trahir. Et tout ça est traduit à travers des chants, à travers des chants de vaillance. Baïdemor, le milieu de Baïdemor, c'est le chant, etc., etc. Je vous remercie. Nous avons fait un enseignant-chercheur, un point, un griot, il y a tout ce que je ne suis pas. Comme on est en temps de crise, comme on est en temps de crise par rapport à comme on est en temps de crise aussi par rapport au changement climatique, par rapport à la désertification et par rapport à toute cette dégradation de notre environnement, je remarque que les activités de pêche, de chasse ou bien agricoles étaient également rythmées par des champs. Et actuellement que les canaux de diffusion de ces champs ont changé, je suis en train de me demander ce qu'est devenu ce répertoire-là. Et aussi, par rapport aux femmes, où peut-être que dans la tradition, il y a certains instruments qu'elles n'utilisaient pas, mais il y a le canal qui était un phénomène très intéressant dans nos vies de citadins, où peut-être tout est robotisé et mécanisé de plus en plus dans nos cuisines. Je me demande aussi qu'est-ce que va devenir ce part de notre patrimoine. Merci. Question posée à toi. Oui, donc c'est vraiment de parler de la force de l'oralité. La force de l'oralité, c'est en même temps sa faiblesse. La force de l'oralité, c'est sa souplesse, sa capacité à se transformer, à survivre, à se déplacer. C'est également la facilité avec laquelle les répertoires peuvent se déplacer, peuvent disparaître parce qu'ils ne sont pas fixés. Donc c'est à la fois une force et une faiblesse. Et ces répertoires-là, donc, comme on l'a dit, sont liés à des contextes. Il y a quelque chose qui est lié à la pêche, à la chasse, au travail agricole, etc., donc qui est intrinsèquement lié à ce travail, qui recule ou disparaît quand l'activité qui en est l'instance, le contexte de production disparaît. Donc il y a des répertoires comme ça qui disparaissent, pas seulement dans le champ, mais dans le conte, les récits, etc. Quand l'espace, le conte de grand-mère disparaît, le conte disparaît avec, etc. Mais la particularité du chant, c'est d'être le répertoire qui survit le mieux. Parce que la chanson n'est pas forcément liée à son contexte de production. Donc, le chant de la pêche, joli chantier, depuis les années de la colonisation, un spectacle. Le chant des pêcheurs, c'est le PK, qui est chanté pour les filles, pour la battue. On va dire la guerre contre le crocodile, le caïman qui menace à l'activité de pêche. Mais ce spectacle-là, cette production est devenue un spectacle avec l'exode rural, quand une bonne partie des populations s'est retrouvée en ville, à Dakar notamment. Les pêcheurs d'hier deviennent des cireurs dans la capitale, des boys cuisiniers, etc. Ils sont coupés du terroir, mais qui ont le dimanche ont besoin de renouer, organisent des fêtes, etc. Ça transforme le PK, qui n'existe plus, on va dire, comme activité liée à l'économie. Le PK devient un spectacle.
Donc transposé en plein Dakar, à la Médina ou en banlieue, donc il survit d'une autre manière. Et le chanteur de Pékin, qui était le nom de la communauté, pêcheur plus ou moins comme tout le monde, devient un artiste à part entière. Donc ça devient même le métier. Donc Bella et les suivants sont devenus des artistes qui sont invités comme leurs héritiers entre guillemets d'aujourd'hui à se produire. Donc il y a beaucoup de répertoires qui ont disparu de leur espace de production. L'espace de l'activité est elle-même disparu ou s'est transformé. Mais les expressions survivent à travers d'autres répertoires. Jusqu'au rap, on récupère plein de choses, comme la musique populaire, les musiques nouveaux, on récupère énormément de choses. Ce qui fait de leurs chansons des patchwork, on retrouve des morceaux de tout. Donc c'est ce que j'appelle donc cette capacité de récupération et de réactualisation qui nourrit la chanson. Donc ces morceaux qui disparaissent sont retrouvés par bribes dans tel ou tel répertoire qui d'apparence est le plus moderne, mais qui n'est en fait qu'une sorte de récupération de quelque chose de très ancien. Et cela n'existe que dans la chanson. Merci, monsieur le professeur. Dans ce public de la musique traditionnelle, en ce moment, peut-être il y a diverses rites et traditions de la musique traditionnelle. Et étant donné que peut-être le hip-hop a pris sa source dans les musiques du monde, on peut maintenant comprendre que la musique moderne actuelle est assez diversifiée dans toutes les rites et traditions des peuples. C'est une question qui est posée à Fadel, je suppose. Il représente l'hip-hop ici. Oui, donc c'est ça, la musique elle puise dans tout ce qu'on a dit. Donc la musique c'est d'abord, la chanson c'est d'abord, dans sa constitution c'est déjà un carrefour. C'est-à-dire c'est poésie d'une part, musique de l'autre. Donc la chanson c'est le lieu de récupération, c'est une sorte de creuset donc, qui récupère tous les courants qui viennent de peu partout. Donc de la tradition, on a montré que les chants dont on a parlé viennent de la tradition, viennent des activités sociales, économiques, et que la colonisation vient avec un autre répertoire. Ces chants d'Ifana, ces chants contre les chefs de canton, pour les chefs de canton, ces chants pour le nouveau personnel politique, etc. Donc la musique c'est le genre le plus poreux, le plus souple pour la création, la récréation, la transformation, la transition. Donc c'est ça qui fait un peu ça, c'est cette plasticité-là qui fait sa fortune. Et c'est le genre qui a profité des transformations qui ont sonné le glas des anciens genres, des autres genres, on va dire. La radio, la modernité, fait disparaître les autres répertoires. La radio, l'école remplace la grammaire, remplace les paroles, tout ça. Au moment où le chant profite de ces nouveaux espaces, pour parler à tout le monde en même temps. Donc on commence à écouter une musique indépendamment de sa production, avec la radio. Dans le contexte traditionnel, un conteur, il est en face de son public. Donc, sinon, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de communication. La chanson a tout de suite traversé cette barrière. Par le disque, par la radio, elle devient plutôt une production qui s'adresse à un public diffus, dispersé et dans l'espace et dans le temps. Alors que le principe de la performance, c'est que vous êtes présents tous les deux dans le même espace au même moment. Donc, sinon, la production, elle disparaît ou elle est altérée. Alors que le chant profite justement de cette diffraction de l'espace et du temps, de cette séparation entre le producteur et son public. Voilà pourquoi tu vois que ce soit dans le rapport ailleurs, il y a cette stratégie de communication impossible qu'on rend possible. Parce que je parle à quelqu'un qui n'est pas là. Je suis dans un studio, je suis en train d'enregistrer, mais je peux toucher quelqu'un qui n'est pas là. Qui ne m'écoutera que quand je vais fermer les micros, quand on va dupliquer, etc. On va mettre la radio. Donc, comment lui parler? Comment aller à l'approcher? C'est tout le jeu. Je parle à quelqu'un que je ne connais pas, que je ne vois pas, qui va m'entendre 20 ans après. Comment parler à ce? C'est ça qu'on fait, cette souplesse qui fait qu'on revient sur une chanson plus tard, la même chanson retravaillée, remise au bout du jour, etc. Selon la réaction du public, selon le temps, selon les enjeux. Et ça, seule la chanson se prête véritablement. Par sa souplesse, par sa durée, et qui explique sa capacité à être diffusée dans n'importe quel espace. Or, le récit, ça suppose un espace, temps et lieu. C'est quelque chose qui demande plus de partage pour qu'on ait culturel. Il faut qu'on ait les mêmes repères. Là où la chanson tourne autour de refrain, il faut parler au monde entier, y compris ceux qui ne comprennent absolument rien à la langue. Parce que le premier langage, c'est le son. On choisit un mot, pas parce qu'il est censé seulement, mais parce qu'il sonne bien dans la phrase, dans le verbe.
dans la gamme, quelle que soit l'importance du mot, s'il ne sonne pas bien, ou s'il déborde la gamme, on le change par une autre. S'il ne rime pas, on trouve une autre qui rime. Donc, il y a tout ce travail-là qui explique donc, la portée et l'impact, le pouvoir d'action, on va dire, du verbe de la chanson. Une dernière question. Merci, professeur. Moi, je serais curieux de savoir si, à l'image de la cause sénégalaise, une personnalité comme Wade, mais à partir de 1974, a aussi contribué à cette scène politico-culturelle. Oui, Wade arrive. Bon, Wade, d'abord, est dans le Parti socialiste, ça. Seul les gens comme le doyen le savent. Tout le monde pense qu'il est arrivé, qu'il est passé du ciel au PDS. Donc, il a une trajectoire, le PS, le Club national de développement, etc. C'est une frustration même locale à Kébémer, dans la section du Parti socialiste qui a amené à la création du PDS en 1974 comme parti de contribution. Donc, parce que jusqu'en 1974, c'est le parti unique. C'est nous disait le parti unifié. Parce que c'est à la suite de fusion. Bon, il avait peu de raison. Mais bon, le fait que c'est un parti unique, historiquement c'est un parti unifié parce qu'il a fusionné avec le PRA, il a fusionné avec une partie du parti de Cheikh Diop, en 1966, il a dit voilà, il n'y a plus de parti, donc c'est le parti unifié. Et c'est en 1974 donc, que Wade a créé le parti de la PDS comme parti de contribution. Donc, d'abord c'est un parti donc, reconnu. Et jusque-là, l'expression, encore une fois, l'expression artistique sert surtout d'alternative, de solution de l'échange à l'expression politique entravée par la clandestinité, entravée par la répression. Donc l'expression artistique ne va pas être au centre du déploiement de Wade, même s'il est forcément présent, ne serait-ce que par l'animation des meetings, ne serait-ce que par l'animation folklorique, qui est la règle donc, dans l'ensemble politique. Ça c'est un élément. Le second élément, beaucoup plus sérieux peut-être, c'est la critique que Wade fait depuis des années, même s'il n'est pas le premier, contre l'hymne national du Sénégal. Vous savez, la musique de l'hymne national du Sénégal est un problème depuis que cet hymne existe. Puisque beaucoup de gens ont considéré que cet hymne ne parlait pas aux Sénégalais. La mélodie ne parlait pas aux Sénégalais. Là où l'hymne du Mali, c'est le Souniata, travailler. L'hymne de la Gambie, c'est Fodé Kaba, l'hymne de la Guinée, c'est Alpha, etc. L'hymne du Sénégal, c'était quoi? Bon, certains même disaient que c'était seulement une musique de foire européenne, donc les musiques de foire des magasins, tout à 100 francs. Donc, et ça a été critiqué depuis les années 60. Et Wade a toujours repris, ou en tout cas, il a même critiqué. Donc, ce qui fait qu'à un moment, au point, en tant que créateur, je veux dire, il a créé il a écrit le texte comme Senghor a écrit le texte de l'hymne, et puis il a travaillé avec les musiciens, Ouza Diallo, d'abord, puisque Ouza Diallo a été très proche de Wade dans les années 80. Pourquoi? Parce que Ouza avait un discours, justement, sans être dans cette partie, mais il était très attentif à ce qui se faisait dans les années 70. Il était assez critique. Il a fait justement plusieurs morceaux, j'avais prévu de mettre des morceaux très critiques contre Senghor, qu'il admirait au départ, mais il a fini par se dire que Senghor était plutôt un agent des Français. Il est devenu très critique. J'avais prévu de mettre un morceau où il s'en prend à Senghor, où il s'en prend à ses théories de la négritude, à ses théories des rythmes nègres et tout ça. Donc, et puis, du temps de Senghor a été censuré. Le morceau que je voulais mettre, c'est le morceau que vous n'avez peut-être jamais entendu, parce qu'il y avait la radio, il était censuré. Et du temps avec Diouf, où il s'était un peu plus libre, il a fait un morceau qui a été aussi censuré, mais qui était déjà sur une cassette, c'est Président. Donc, pour le Nério, etc. Et ce morceau a été censuré. Finalement, il s'est retrouvé avec Wade. Il s'est retrouvé à côté de Wade aux élections de 1988. Il a accompagné la campagne de Wade, et c'est là qu'ils ont mis des relations qui lui ont permis de travailler sur la musique de cette hymne de Wade, qui va être africain, l'hymne des Africains, etc. Donc Wade va essayer de jouer pendant qu'il était dans l'opposition. Moi j'ai été à des meetings plusieurs fois, jeunes élèves, à Hambourg, jouer cet hymne-là, qu'il a essayé d'imposer, mais ce qui est intéressant avec les œuvres aussi, c'est ça aussi un aspect fondamental de l'œuvre artistique. Il est très difficile d'imposer une œuvre artistique. Il est déjà très difficile
de réussir une œuvre artistique sur la base d'une commande. C'est-à-dire, chante-moi ça, fais-moi ça. Tu vas le faire, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va toucher? Donc, ce côté rebelle est vrai du langage artistique, c'est extrêmement important. Les œuvres qui ont le moins bien marché, ce sont les œuvres sur lesquelles on a investi des choses et qui sont moins spontanées. Et les œuvres qui ont marché, souvent ont marché par surprise. Donc il y a eu ce compagnonnage avec Ouza et avec d'autres artistes qui l'ont soutenu à l'époque, mais parce que les artistes l'ont soutenu dans son combat. Mais il n'y a pas eu de politique artistique, c'est lié au contexte. Il est au contraire, donc, l'autre versant de cette fonction-là. Parce qu'avec tout ce qu'il a son parti politique, il a la voix, il a son journal, il peut s'exprimer. Donc il n'a pas besoin de l'art comme moyen de transmettre un message qui est bouché quelque part. Sinon, il est venu avec son hymne. C'est ça, véritablement, on peut dire sa création, sa contribution peut-être à l'histoire de l'art au Sénégal. Dans l'histoire de la création musicale, c'est peut-être cet hymne qui a été ensuite très discuté. Parce qu'ensuite, il y a eu beaucoup d'enjeux. Quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu des disputes qui a créé l'hymne, parce qu'après les autres sont intervenus pour arranger. Fallou a intervenu, après vous a dit c'est moi, non, c'est Fallou. Ensuite, il y a eu cette querelle justement maintenant de l'enjeu financier, en tout cas l'enjeu financier. Je ne veux pas dire forcément des directeurs, mais financier parce que c'est devenu l'hymne du président, non plus l'hymne du chef de l'opposition, l'hymne du PDS. Donc c'est une trajectoire différente. Donc moi, il faut faire quoi différent par là. C'était pour vous demander, parce que maintenant c'est un phénomène, après les élections, durant les élections, il y a des partis ou des partis qui se font de musique, de chant, qui les accompagnent. Exactement. On parle tout à l'heure. Quel est l'apport de ces chants-là justement par rapport à la conscience politique, à la conscience intellectuelle? La deuxième question, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que ça vous inspire, cette relation entre Yann de Cordoue, le président poète, le Paul Sédar Senghor, le cas de vous l'avez dit, mais je voudrais plutôt le cas de Talla Sylla, qui a finalement choisi la musique pour faire face à Wade. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces cas-là? Le premier, c'est les musiques de campagne conçues par les partis politiques pour sorte d'hymne de campagne. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire l'impact, c'est aux électeurs. Il faut une enquête au niveau des électeurs pour voir à quoi ça sert. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hymnes qui ont marqué les élections, je veux dire en termes de présence, de diffusion, de discussion autour de ces hymnes-là, c'est les hymnes qui n'ont pas été conçus pour. Je parlais de musique de commande. Parce que s'il y a une musique qui a marqué les élections au Sénégal, à partir des années 2000, c'est Yatal Gueye au départ de chef. C'est une musique qui s'est imposée, qui n'a pas été conçue pour les élections, encore moins pour un parti, pour accompagner un parti. Donc c'est une musique qui a été conçue il y a très longtemps, ensuite qui a été publiée sur une cassette, qui est sortie dans un contexte électoral, qui est sortie en début 2000. Elle est sortie au lendemain de 2000, elle est sortie à la fin des élections législatives de 2001, c'est là que toutes les listes sont utilisées. Et cette musique-là, elle parlait d'unité, tout simplement. Et chacun voulait en fait se faire le chant de l'unité, le chant de la démocratie, etc. Et ce qui est intéressant, le succès de cette musique, que toutes les listes sont utilisées. Parce que c'était une musique fédératrice, etc. Et surtout, c'était une œuvre musicale, c'est-à-dire au point de vue artistique. Ça tenait le coup. Ce n'est pas tout simplement des paroles sans extra. J'ai su ça. Quand on parle d'art, on parle de forme. On ne parle pas des messages du sens. Je disais que le mot, il a sa place par sa façon de sonner d'abord, avant qu'on voit le sens. Donc c'est une œuvre d'art qu'on a utilisée pour son pouvoir d'action, pour son pouvoir d'évocation et d'action par conséquent. Alors ce qui est intéressant, 2001, la cassette Par les chefs sort. Il y a le conservateur utilisé par tout le monde. Élection législative. Ça marche si bien qu'il est courtisé ou bien qu'il s'entend avec le PDS qui est au pouvoir pour leur faire une musique. Pour 2002, élection locale, donc régionale, municipale. Ils ont fait une musique, toujours travailler sur la base du travail d'Ablaïwad. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a forcément marqué les consciences? D'ailleurs, quand ils ont repris cette musique-là pour le disque suivant, ils ont repris la même musique, mais avec d'autres paroles, pour la mettre sur leur disque. Donc pour que les musiques de commande, les musiques de campagne, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais pour qu'une œuvre musicale marche, il faut qu'elle marche artistiquement, esthétiquement. Donc on parle de contenu et tout ça. C'est une œuvre d'art ou ce n'est pas une œuvre d'art?
Et l'œuvre d'art, c'est l'œuvre d'art. Sa légitimité, sa force repose dans son potentiel esthétique. Et c'est ce potentiel esthétique-là qui permet de véhiculer tout ce qu'on veut véhiculer. Pour Yann École Senghor, c'est une vieille histoire, c'est 68. Donc c'est ces années-là qui se sont rencontrées et qu'elle est devenue une sorte de cantatrice pour Senghor. Comme je disais, qui avait besoin de ça, de cette voix-là, pour avoir cette légitimité de patriarche, de fils du terroir. Je disais que Senghor n'est pas, voilà, c'est pas le sang royal idéal, mais la chanson légitime. Elle dit quelque part Léopold Cordior, Madohan et des choses comme ça, genre Léopold Cordior, le roi Sérère. Voilà. Le chant permet donc de créer cette sorte de légitimité, en tout cas de cette sorte d'aura pour le président Senghor. Et la longévité a fait le reste. Ils ont cheminé pendant plus de 20 ans. Il devient une sorte de doublure et des sortes de légitimation de la voix comme chef africain. Parce que les pères d'éléments, c'est ça. Le chef africain, qui est d'abord choisi par les ancêtres, choisi par la divinité, la validation électorale n'est que la confirmation d'un choix qui est plus profond. Comme ça qu'elle a dit 2 fois, dans le morceau que j'ai mis en 81, il disait Diouf, c'est forcément un nul parce qu'il est brevet de sa promotion à l'école de la France d'Outre-mer, c'est le brevet de sa promotion. Il est gouverneur à 25 ans, premier ministre à 35 ans, président à 45 ans. C'est pas le hasard, c'est le signe du destin. Donc il a été choisi avant les élections par une force immanente. Et il dit, 12 ans après, 1992-93, il fait un autre morceau sur Diouf, numéro 10, on a oublié. Et il dit clairement, après avoir dit tout le bien qu'il pensait du candidat à Diouf, il dit, si les hommes ne votent pas pour toi, les djinns vont le faire. Donc vous êtes prédestinés pour pouvoir. L'élection n'est que l'officialisation en fait, de quelque chose qui est déjà acté. Donc c'est une sorte de légitimation donc, par l'invocation d'une force. Et ça rappelle les rois n'étaient pas les suffrages universels. Ils étaient d'abord les alliés des forces surnaturelles. Donc avant d'être le choix des hommes. Donc il y a tout cela qui ressurgit à travers cette figure. Le troisième exemple, c'était... Oui, voilà. Talla Sylla, ça nous ramène à la gauche. Talla Sylla est un produit de la gauche et de sa branche culturelle. Talla Sylla a milité à 13 ans, 14 ans au PRI. Donc il a eu ce répertoire. Cette musique, cette forme de déploiement. Donc c'est un produit de cette gauche militante. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il prend ce répertoire et ce style, il le transplante dans un espace et dans un temps relativement décalé. C'était plus dans l'époque. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout ça qui fait assez intéressant. C'était assez décalé. Donc c'est un répertoire d'un style presque passé d'époque, mais qui trouve la force et les moyens d'imposer dans un nouvel environnement. Voilà pourquoi les gens sont très partagés. Certains aiment, d'autres disent que c'est ridicule, y compris dans son propre parti. Les amis étaient partagés. Devait-il, en tant que secrétaire général, s'exprimer à travers les cassettes? N'a-t-il pas d'autres canaux plus appropriés, plus respectables que le chanter? Ou alors ne devait-il pas faire chanter d'autres? Là où d'autres ont aimé. Parce que bon, moi je suis de ceux qui pensent qu'ils ne chantent pas mal. Je chante très longtemps. Et vous voyez qu'il a utilisé la musique comme on le faisait avant. La musique des gens de Louga et autres, il a utilisé des musiques comme on le faisait avant. Des chants et des airs populaires pour y mettre ses paroles. Très corrosif, très subversif. Donc c'est un peu l'héritage en fait de ce bloc opératoire de la gauche qu'il a réinvesti dans un produit tout à fait différent des années 2000. De Youssou N'Dour qui entre dans le champ politique. En fait, avec l'exemple de Talla Sylla justement, et toute la puissance du chant dans l'arène politique, le rôle que le chant joue. Mais par contre, quand c'est le leader du parti qui chante, à partir de ce moment, ça devient ridicule. Cela veut-il dire que le chanteur doit garder sa place de saltimbanque, qu'il n'a pas réellement droit au discours politique vrai, quand on voit Youssou N'Dour qui, en un moment, est entré dans la politique, et que
certains politiques même disaient qu'il n'avait pas sa place dans ce champ-là. Donc, est-ce que c'est un compagnonnage, disons, qui est fait d'intérêt? On utilise le chanteur quand justement on est dans un espace où il va parler, disons, beaucoup mieux à l'audience, et dès qu'on a plus besoin de lui, qu'il retourne à sa petite scène. Ou alors, est-ce que le chant utilisé dans d'autres pays, on a vu par exemple le président du Kenya, qui a carrément fait une vidéo où il a chanté. On a vu Museveni, je pense, qui lui a fait un rap en Ouganda. Aux États-Unis, on a vu Michelle Obama aussi faire une chanson. Et ce sont des choses que les gens comprennent. Ce sont des chansons qui arrivent à avoir un certain impact. Mais au Sénégal, est-ce qu'il y a eu cette vision du chanteur comme le griot, comme celui qui fait un métier qui n'est pas considéré, comme celui qui fait un métier qui finalement n'en est pas un? Je pense effectivement, en Afrique de l'Ouest, il y a cette forte influence de la tradition griotique. Il y a une sorte de division, on en a parlé, je crois, avant-hier, une sorte de division du travail, qui, si on schématise, pour rester dans l'exemple du chanteur, on produit ça, il y a la figure de l'action et la figure de la parole. Donc, ici, la figure de l'action, c'est l'homme politique qui agit, qui pose des actes, et les griots, les chanteurs, c'est la figure de la parole, qui amplifie, qui commente, qui peut porter un point de vue. Donc, il y a une sorte de séparation nette, en fait, au plan culturel. Ce qui fait que cela, voilà, ça fait désordre. Donc, si on reste avec les lunettes de cette vision des choses. Puisque même quand on revient maintenant dans l'aspect, le discours militaire, ce n'est pas le discours d'artiste. On a vu ce que ça donne plus tard. Ceux qui font ces textes très sensés, très intelligents, très politiques, ce n'est pas des artistes, c'est des professionnels. C'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des jeunes travailleurs. Bon. Donc en fait, finalement, cette distinction est toujours là. Ils ne deviennent pas des artistes, c'est une partie d'eux qui deviennent des artistes pour aller faire une carrière artistique, pour aller plus tard animer, s'il le faut, les mythiques du leader. Donc c'est juste pour dire que même dans le vivier révolutionnaire, cette culture, cette séparation de la figure de l'action et de la parole est toujours présente. Donc ce qui fait que, voilà, c'est une sorte de subversion en fait, d'une division qui était là, binaire, qui était là. Et ce qu'on peut expliquer, ça donc c'est l'héritage culturel traditionnel. Mais il y a eu des choses entre-temps. Et ici, c'est un cas extrêmement intéressant, parce qu'il est un peu la synthèse de toutes ces contradictions-là. Griot, d'une part, mais également, il y a eu un itinéraire véritablement de l'enfant de l'endemain des indépendances. Genre self-made man, construction du statut de l'artiste qui passe du griot, de l'amusement public, du marginal, à l'acteur artistique, à l'acteur culturel, au leader politique, etc. Donc, c'est également une série, il y a une sorte de sédiment d'une série d'évolutions. Et moi, je le dis hier avant-hier, je n'étais pas surpris de le voir à ce niveau, à avoir cette prétention, ces évolutions. L'évolution de nos sociétés, l'évolution de l'art, c'est une série de contradictions. Autant l'art est juste une parole, autant celui qui le porte pendant 30 ans, 40 ans, toutes les évolutions, le métier qui s'est devenu, l'entreprise qui s'est devenu, le rôle de porte-voix que les artistes ont eu, le rôle d'ambassadeur officiel qu'ils ont eu après. Puisque pendant les années 80, début 90, pour l'artiste, le sommet, c'est le voyage avec le chef de l'État, qui est ambassadeur de l'UNICEF, qui est ambassadeur de l'ONU. Et ça, cette carte de visite-là leur a permis de faire quelque part le tour du monde, de comprendre des choses, de rencontrer des hommes politiques, de les peser, de les sous-peser, et surtout de voir d'avoir une sorte de démystification du diplôme, puisque là, étant le plus souvent un parcours parallèle, on sort de l'école pour être artiste, mais on n'a jamais fait l'école d'artiste, donc ce qui accentue cette division du travail. Donc l'artiste, ce n'est pas celui qui a réussi dans les études, c'est le contraire, celui qui n'a pas fait d'études, qui ne les a pas réussi. Donc, ce qui fait qu'il doit connaître son champ, ce qu'on a dit littéralement, or, cette évolution politique et artistique a fait que l'artiste est devenu, quel que soit son niveau scolaire, son background professionnel,
lui a permis d'avoir certaines compétences, certains savoir-faire et de démystifier le cercle du pouvoir. Ce qui fait qu'en certains moments, il y a une sorte de manque, il y a une sorte de défiance vis-à-vis du pouvoir. Par son incompétence, par son manque de légitimité, comparé à la popularité, à l'audience de l'artiste, qui peut remplir des salles, là où l'homme politique a besoin de payer, de transporter le sandwich à tout le monde pour remplir son meeting. Donc il y a cette sorte de frustration, de paradoxe d'une part. D'autre part, cette sorte d'échec politique. À quoi ont mené ces élites qui ont tous les diplômes? C'est le discours aussi qu'on entend. Et c'est tout ça qui crée cette sorte de révolte chez l'artiste. J'ai 40 ans. Pendant ces 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Chanter les problèmes du peuple, chanter les souffrances du peuple, chanter les joies du peuple. Ça me donne une certaine connaissance de la vie, ça me donne une sorte de légitimité, ça me donne une audience, ça m'a même donné une assise financière et économique. Ça m'a même donné un statut de leader, même pas de leader, mais de leader au plan économique. Dois-je continuer à être l'ambassadeur, le porte-parole, le défenseur des causes, le sensibilisateur sur le sida, sur les maladies, etc., au profit des politiques? Donc il y a une sorte de revendication du pouvoir, au moins de participation à la sphère des décisions. Surtout que le morceau de musique par lequel l'artiste est identifié, je l'ai dit et redit, c'est un condensé d'un savoir ou d'un message plus large. Donc on a des choses, on a toute une histoire à raconter, mais quand on est en studio, on ne peut pas parler pendant plus d'une minute, 2 minutes. On doit condenser ça dans une plage musicale. Ce qui est souvent une frustration. On dit, bon, il faut enlever tel mot, il faut enlever telle phrase, parce qu'il faut que le refrain vienne. Donc l'artiste a tout un discours, tout un tas de livres qui sont chez lui, mais qui sont des discours qu'il ne peut pas énoncer. Sa seule plage étant une plage de 3 minutes, de 5 minutes. Donc il y a toute cette accumulation, on va dire, de frustration qui s'exprime en moi. Et donc il est pour moi le symbole, et moi j'ai écrit déjà en 2009, je pense, j'ai dit que Lucie pouvait avec la politique. Alors qu'il a toujours dit qu'il ne ferait jamais de politique parce qu'il était très très content d'être ambassadeur de l'UNICEF, de faire des voyages, d'avoir des passeports diplomatiques, mais ça c'est il y a 20 ans. Après il a été docteur honoris causa. Donc il a fait il a eu tout ce qui lui manquait à la limite. Il a démystifié toutes les sphères. Et il mesure le hiatus qu'il y a entre son influence, son audience, sa popularité et les limites, la faiblesse de son pouvoir d'action sur les choses qu'il dit. Donc ça, il y a tout cela. Aucun pouvoir de décision sur quoi que ce soit. Alors que j'ai l'écoute, j'ai la popularité, donc c'est ça qui explique cette diffraction et ce frottement. Mais la face à une classe politique qui garde quand même. Il ne faut pas qu'on mélange les choses, il ne faut pas que tout le monde vienne prendre dans des gâteaux qui est réservé aux gens qui ont fait des diplômes ou qui ont tel cursus, qui ont choisi de faire la politique, qui sont nés pour diriger, qui sont nés pour être ministres, qui sont nés pour être députés. Donc cette sorte de subversion qui amène produit forcément une élection. Pour moi, c'est un rapport de force, c'est un tournant en fait de l'évolution de la politique au Sénégal. Après le tournant qu'on a eu au plan de l'évolution économique à la fin des années 80-90, où les artistes, les musiciens, les sportifs, les commerçants deviennent d'élite économique. On a dans ce tournant-là maintenant sur la scène politique avec les Arabes, avec les musulmans, etc. Tout ça. Pour moi, c'est un tournant extrêmement intéressant qui sont en train de négocier. Merci.